Oyez, braves gens. Oyez, oyez les enfants, la terrible et lamentable histoire d'une révolution manquée. 65, 66, 67, les comités Vietnam s'implantent dans les universités françaises pour faire le lead. Un mouvement révolutionnaire débouchant sur une situation insurrectionnelle qui sera d'une rare violence. Danny Cohn-Bendit, jeune rouquin enflammé, qui n'a pas le droit de rendre visite à sa petite copine dans sa chambre de l'université, interpelle vertement le doyen Grappin. Passage pour les blessés. On ne voulait plus obéir sans comprendre. Les lycées non mixtes, le rôle de la femme, le fait que l'avortement soit interdit, le fait que la majorité soit à 21 ans, c'était plus possible. Plus possible dans les usines, plus possible dans les facs, plus possible dans les lycées. C'est pas seulement les mœurs, la musique, la politique, c'était l'air était pris. On avait l'impression d'avoir un peu le pouvoir, d'une certaine, enfin de convaincre les gens. À Chauny, le personnel de l'usine Thomson occupe l'usine. Il a enfermé le directeur et le sous-directeur. Grève illimitée, les portes se ferment, les piquets se forment. Grève illimitée, les bras fatigués délaissent la chaîne, les tours sont muets. Grève illimitée, grève illimitée. Quand elle monte des usines, la colère, la colère. Quand elle monte des usines, la colère, à la voix des machines. Ce n'est qu'un début, tout s'immobilise, on parle de crise, ce n'est qu'un début. On marche beaucoup, Paris sans essence, dialogue partout, ce n'est qu'un début. Plus rien ne marchait. Soudain, en quelques jours, plus rien ne marchait. Dans une grève, en plus quand c'est une grève générale comme en 68, la personne d'à côté peut être méconnaissable. D'un seul coup se politiser, se radicaliser, aller plus vite que vous, plus fort que vous et tout. C'est ça qui est fantastique. Ce que je savais de 36, là, brutalement, on vivait, quoi. Une grève générale de près d'un mois et de 8 à 10 millions de grévistes, c'était la plus grosse grève générale de l'histoire du pays. La grève générale, l'idée de grève générale et le fait qu'il y a eu en mai 68 principalement une grève générale sont devenus impensables et sont quelque chose qu'on oublie, qu'on exclut du souvenir de 68 parce qu'on exclut de 68 toute cette dimension politique pour ne garder que cette dimension existentielle ou festive ou disons culturelle au sens large. Cette scission-là, c'est le travail le plus pervers qui fait que la mémoire officielle de 68 est inexacte puisque ce qui est à penser avec 68, c'est le fait que les deux étaient indissociables. Ceux qui ont fait grève l'année dernière, c'était essentiellement les jeunes ouvriers. Bon, ces jeunes ouvriers, c'est des jeunes des cités, essentiellement du 93. La cité des 3000 qui a derrière nous l'usine, etc. Bon, et moi je me rappelle il y a une dizaine d'années, le discours ambiant, c'était ces jeunes-là, de toute façon, en général, il y en a même qui disaient ils ne veulent pas travailler, et puis ils ne s'intéressent pas au syndicalisme, et puis etc., etc. Et il a fallu qu'ils mettent les pieds, qu'on les accepte dans les usines et qu'on les embauche, pour que tout naturellement, au bout de 2 ou 3 ans, ils retrouvent exactement le même chemin que leurs aînés, et qu'ils se disent, il faut qu'on se mette ensemble, il faut qu'on défende nos revendications, il faut qu'on défende nos intérêts. Mais moi, il y a une chose que j'ai remarquée à la faveur de la lutte, c'est l'engouement des jeunes dans la lutte.
Des jeunes qui n'étaient même pas syndiqués, qu'on leur donnait un trait, ils le regardaient comme ça, puis ils fichaient par terre, qui se sont mis dans la bagarre. Pendant les 6 semaines, on s'est réunis 2 fois par jour, 2 fois 1 heure, 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, et on déterminait comme ça au jour le jour, et puis un peu sur le fond, on rediscutait de notre grève, pourquoi, comment, est-ce qu'on s'adresse aux autres ouvriers, qu'est-ce qu'on leur dit, comment on fait les choses. Ça a déjà existé, des augmentations de revenus pas simplement pour vous, mais de tous, de moins plus de 30% dans la société. Et la dernière fois que c'est arrivé, c'était en mai 68. Je crois que des gens plus mûrs auraient réfléchi à 2 fois aux conditions, au rapport de force, au contexte, avant de se mettre à dresser des barricades rue Gay-Lussac, ce qui peut paraître un peu loufoque. Et pourtant, cette part d'inconscience permet aussi de créer l'événement. Seront des militants révolutionnaires pour nous aujourd'hui, en l'absence de partis révolutionnaires, ceux qui luttent authentiquement dans le mouvement, dans la rue, et qui affrontent la police, qui affrontent l'État bourgeois, qui se heurtent à toutes les instances de la société bourgeoise. Tout le monde parle marxiste là-dedans. C'était la langue courante de la politique. Ça donne un effet d'étrangeté aujourd'hui, hein, puisque cette langue est tombée en désuétude, provisoirement peut-être, mais clairement. Donc quand on voit des gens s'exprimer comme ça en termes de classe, lutte de classe, rapports de force mondiaux entre la bourgeoisie et le prolétariat, bon, on a l'impression d'avoir affaire à des illuminés. Où tu te situes politiquement? Politiquement, bah oui, que tu te définisses, quoi. Michel, t'es d'accord avec moi? Absolument. Je suis d'accord avec toute pratique artistique à partir du moment où il y a théorisation. Ah ouais, il faut qu'il se théorise, c'est tout. Ok, tu as raison, Michel. Bon, théorise-toi, camarade. Parfait, je vais me terroriser sur le champ. Nous, on voulait être Trotsky, Lénine, Rosa Luxembourg. On voulait ébranler le monde. On voulait ébranler le monde. Bon. Et c'est ça qui nous intéressait. Le reste... Et on pensait que c'était possible. On oublie que le but ultime de ceux qui pensent la chose politiquement, qui sont en train d'organiser politiquement la contestation et les émeutes, c'est la prise du pouvoir. C'est en tout cas le renversement du pouvoir gaulliste, sclérosé, considéré comme dictatorial, absolument pas démocratique, etc., dans la France de l'époque. Le jour où on a annoncé à la Sorbonne que les ouvriers de Renault-Billancourt venaient de se mettre en grève et occupaient l'usine, un flot d'étudiants est parti pour aller à Billancourt. C'est dire à quel point il y avait une attente, une espérance même, quelque chose de très fort. En gros, on vient de démontrer qu'on pouvait mettre un genou à terre du pouvoir. On espère bien qu'on ne va pas être tout seul dans cette affaire. Camarades, de même que de nombreux étudiants sont venus ici, de même que nombreux encore seront les étudiants qui viendront, nous vous disons également que les portes des facultés sont ouvertes à tous les travailleurs. Il doit y avoir, pour que nous puissions engager des luttes de plus en plus grandes et de plus en plus fortes, permettant la transformation de la société par les travailleurs et pour eux. Car c'est là l'essentiel, il faut que étudiants et travailleurs luttent ensemble. Les ouvriers ne cherchaient pas à rentrer dans les universités. Jamais ça s'est présenté. On respectait leur établissement. Nous, il fallait absolument... C'était absolu, ça. Il fallait que l'usine conserve l'état dans lequel on l'a laissé, sinon même mieux, à la reprise du travail. Pour montrer qu'on n'en avait pas après l'outil, pas après l'outil du patron, mais qu'on en avait après le patron seulement. Il me semblait sentir chez les ouvriers et les ouvrières comme si on leur
prenaient un peu quelque chose qui leur appartenait. Le départ d'un mouvement comme celui-là devait être le leur, mais pas celui d'intellectuels. Que une catégorie, une couche sociale non prolétarienne prenne la tête du mouvement, décide des mots d'ordre, conduise le mouvement dans son style, à son rythme, à sa façon, ça ne peut conduire qu'à une impasse. Voilà ce que nous pensions. En réalité, nous aurions dû méditer, par exemple, un peu certaines remarques de Rosa Luxembourg, la grande révolutionnaire polono-allemande, Rosa la Rouge, qui disait « Il arrive que la classe ouvrière ne démarre pas la première. Mais elle rattrape très vite le temps perdu quand elle sait rentrer dans le mouvement et finalement, elle imprime par sa masse, par sa conscience, par son expérience, l'impulsion décisive. C'est ce que nous aurions dû faire, évidemment. Étudiants, ouvriers, dans la rue. Étudiants, ouvriers, dans la rue. Étudiants, ouvriers, dans la rue. Le pouvoir est 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 dans la rue. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Révolution, révolution, révolution. Unité, ouvriers, étudiants. Unité, ouvriers, étudiants. Unité, ouvriers, étudiants. Les autres commissions qui me semblent importantes sera justement lien avec les autres secteurs pour organiser le fait qu'il y ait des étudiants demain à l'Assemblée Générale des Postiers qui se tiendra au parc des anciennes mairies à Nanterre. On va continuer à discuter avec les étudiants qui sont sur nos universités, avec les personnels, avec les profs. On va aussi aller voir les lycéens et on va aussi continuer à aller intervenir dans les assemblées générales des cheminots, des salariés de l'éducation nationale. On a des liens avec des salariés qui se mobilisent et même si on est moins nombreux, on aura la possibilité quand même de faire la jonction avec les autres secteurs qui se mobilisent en ce moment. Cette question des convergences, je dirais qu'elle a toujours été posée dans les moments forts des luttes sociales en France. C'est vrai que ça ne se fait pas facilement, qu'il y a des méfiances dans le mouvement syndical vis-à-vis du mouvement étudiant, c'est clair. Il y en avait en 68. Je pense qu'il y en a toujours aujourd'hui. Je pense qu'une partie du mouvement syndical se méfie un peu des mouvements sociaux en général, parce que c'est pas structuré de la même façon, c'est pas organisé de la même façon. C'est vrai avec les étudiants, mais ça peut être vrai avec les associations de chômeurs, ça peut être vrai avec le mouvement des sans-papiers, etc. C'est pas les mêmes formes d'organisation par rapport aux organisations syndicales, en particulier traditionnelles, qui ont des habitudes de fonctionnement parfois un peu rigides. Bon. Le mouvement, là, c'était un mouvement avec la jeunesse d'un côté, la jeunesse étudiante et lycéenne massivement, et puis de l'autre, un peu plus tard, les ouvriers, sous l'impulsion, en réalité, la plupart du temps, de jeunes ouvriers aussi. L'élément de la jeunesse était très important dans cette figure-là. Mais c'était donc tout à fait dans le réel du moment, mais en même temps, c'était impossible. C'est-à-dire qu'immédiatement, toutes les forces instituées tentaient de l'empêcher. Et là, non seulement la police, la propagande, etc., mais aussi quand même la plupart des bataillons du syndicalisme orthodoxe. Quelquefois, c'était aux limites de l'affrontement physique tout de même. Il faut voir qu'on essayait de nous en empêcher au sens strict, avec des arguments qui étaient des arguments du genre chacun à sa place quand même. Une fois, je me souviens, il y avait une manifestation, les jeunes, et de l'autre côté, c'était les ouvriers. Et on a vu la police attaquer les ouvriers.
Si les barricades, disons, du quartier latin avaient été dressées par des ouvriers, on ne sait pas ce qui se serait passé, probablement. Hein. Le fait que, dans l'ensemble, c'était des étudiants, et puis... voilà. Mais globalement, c'était conduit par des étudiants, a dû peser dans la modération avec laquelle, malgré la brutalité, bien entendu, qu'il y a eu dans la répression, mais c'est une brutalité tout à fait limitée par rapport à ce qui s'est fait, et à ce qui s'est fait traditionnellement en France. On oublie que aujourd'hui le Second Empire, qui est au cœur de notre présidentialisme, va tellement accumuler de haine sociale qu'il va terminer par ce massacre des barbares de l'époque. C'était nos banlieues d'alors, les ouvriers qu'on a massacrés sous la Commune, après la défaite de la Commune de Paris. Donc la mémoire ouvrière a toujours un problème. Je ne pense pas que ce ne soit spécifique à 68. Je me rappelle très bien avoir essayé de frotter mes mains pour pas que ça sente l'essence ou qu'il n'y ait pas de traces, puisque en fait, au moment de la Commune, les Versaillais demandaient aux communards de montrer leurs mains et les fusillaient à chaud. Donc là, c'est des choses que j'ai pas vues du tout au moment de 68, mais par contre, en 2005, pendant les émeutes qu'il y a eu en banlieue, les CRS demandaient à tous les jeunes de montrer leurs mains et les sentaient. On voit des images où ils sentent les mains pour le coup, pas du tout les mettre 24 heures à Vincennes, mais pour les faire passer en comparution immédiate et puis les inculper. Tout au long du 19e siècle, on a tiré sur les ouvriers. Chaque fois que les ouvriers essayaient de manifester à l'époque du 1er mai, bien, ils étaient réprimés. Tous les 1er mai, il y avait des morts en France. L'armée, la police tiraient sur les ouvriers. Bon, ça s'est terminé en quelque sorte avec mai 68, disons, pour la dernière fois. Et ensuite, souvenez-vous de l'affaire Malek-Oussekine, c'était évidemment inacceptable pour l'ensemble de la société qu'un étudiant, qu'un gamin, qu'un lycéen trouve la mort dans une répression de quartier latin. C'était la société ne l'a plus accepté. Vous sentez légitime à être une infraction de ce que vous faites. Mettez-vous derrière vous. Quand vous aurez un gauche ou deux, comment vous voulez qu'on l'envoie à l'université? Des études gratuites, c'est tout. Et on veut nous enlever ce droit. On n'est pas violents. Ça, les CRS dans la fac, ça s'est pas vu depuis 68. C'est la première fois depuis 40 ans qu'ils envoient les CRS. Et c'est dès le début du mouvement. C'est vraiment une volonté d'être violent, c'est vraiment une volonté de briser mentalement et physiquement les gens qui essayent d'avoir une conscience. Et c'est extrêmement grave. Eh bien, mon gouvernement est resté maître de la rue, en limitant les blessures. Et je dois dire à ce sujet, je dois dire très haut, que les forces de l'ordre public ont fait, et ont fait très bien, leur devoir tout entier.
pour toi, pour toi. Vengeance, vengeance pour toi. En tout cas, De Gaulle, il est allé consulter Massu en Allemagne, ce qui prouve quand même la trouille de l'appareil d'État. Hein. Bon, et de se dire que peut-être il va falloir avoir recours à l'armée comme dans n'importe quelle république bananière pour remettre de l'ordre, ça prouve quand même une sacrée peur du prolétariat. Est-ce qu'on peut envisager de transformer révolutionnairement la société par la voie parlementaire, même en s'appuyant sur les syndicats, des mouvements de masse, etc., dans l'ordre républicain, nous étions très attachés à l'ordre républicain, ou bien faut-il des mouvements plus violents? Pendant mai 68, nous serons soucieux d'éviter tout pas, considéré par nous comme un faux pas, qui pourrait nous faire glisser vers la guerre civile. Le Parti communiste, en quelque sorte, bon, aujourd'hui on pourrait dire, oui, il apparaît comme réactionnaire parce qu'il a donné l'impression de freiner le mouvement, mais il était inconcevable qu'il ait pu avoir une autre attitude à l'époque en fonction de sa responsabilité. C'était un parti qui faisait à l'époque, disons, entre 20 et 22% de voix aux élections. C'eût été irresponsable de lancer le 5e de la population française à l'assaut du pouvoir. Les conditions d'une répression aurait été rapidement trouvées. Les accords de Grenelle ont été négociés quand on a vu qu'il n'y avait pas d'issue politique. Parce qu'on a toujours cherché, pendant tout le mouvement, une issue politique un peu classique, au sommet gouvernemental. On cherche à obtenir le maximum de ce mouvement pour la classe ouvrière, reprendre le travail et préparer l'affrontement ultérieur quand on sera mieux armé et qu'il y aura un débouché politique. Les gens qui avaient le plus de responsabilités vu leur poids, le Parti socialiste était très faible, mais le Parti communiste et la CGT principalement, ont canalisé le mouvement comme un mouvement revendicatif qui s'est soldé par des acquis sociaux pas négligeables, hein, mais bien inférieurs par rapport au mouvement. Et d'ailleurs, même dans la mémoire symbolique, 68 laisse pas les traces du Front populaire ou de la Libération. Donc il y a eu une augmentation de 35% des salaires minimums, bien sûr, là. Et sur les salaires en général, 10%. Les accords de réduction du temps de travail pour arriver aux 40 heures, parce qu'il n'y avait pas les 40 heures partout. Hein. Et la mise à jour des conventions collectives, la sécurité sociale, les allocations familiales, l'indemnisation des journées de grève. Chez Renault, nous avons été payés, nous. Hein. Nous avons reçu notre bulletin de salaire. « 68 a imprimé quelque chose de nouveau. Il était même plus pensable de faire une grève sans occuper l'usine, sans occuper son atelier, sans occuper le bureau. Et puis surtout, il y a eu la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise avec le droit d'affichage libre. Et ça a été... notre patron, à nous, il a été complètement sidéré. Bien sûr, on avait envie de continuer. On avait envie de continuer à dire, si seulement on pouvait obtenir davantage, quoi. Mais ces accords de Grenelle, ça a été formidable pour le monde du travail, quoi, parce qu'ils reprenaient vraiment la situation, si l'on peut dire, en main. C'était à eux, ça. Les travailleurs et les travailleuses, Grenelle, c'était à eux. L'heure de retour des autobus pour Paris. Allez, tant pis. Adieu 68. Bonjour papa, bonjour maman, je rentre à la maison.
C'est moi votre 3 pièces, il est trop grand pour vous. J'ai trouvé un endroit formidable, avec des gens de votre âge. Je crois que j'y ai trop cru. J'ai été très déçue début juillet quand tout le monde est parti en vacances. En 68, il n'y avait pas de débouché, il n'y avait pas de perspective, il n'y avait pas d'orientation politique alternative, il n'y avait pas d'auto-organisation ni des étudiants ni des ouvriers. Et quand les gens sortaient dans la rue en criant le pouvoir aux travailleurs, les travailleurs n'étaient pas organisés. Et les partis qui se réclamaient des travailleurs ne voulaient pas du pouvoir. C'était vraiment l'impasse. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. Je ne changerai pas le Premier ministre. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Quant aux élections législatives, elles auront lieu dans les délais prévus. Il faut voir que les élections, beaucoup plus qu'un mécanisme de désignation gouvernementale, ce que c'est par ailleurs, c'est un dispositif idéologique. C'est un dispositif idéologique, ces élections. Un dispositif extrêmement puissant et qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est quelque chose qui fait croire aux gens que là est leur instance de décision politique, que c'est le moment où ils sont convoqués par la politique. Et ils sont convoqués par qui? Ils sont convoqués par l'État, ils sont convoqués par le pouvoir, à valider ce pouvoir ou à le changer, au moins superficiellement. Pays où il n'y a pas d'élection, c'est plus qu'inquiétant. Mais enfin, il y a des moments où les élections, ça contribue à enterrer dans les urnes un mouvement extra-parlementaire. En 68, c'était exactement le cas, et il fallait être contre les élections et dire que c'était un piège à con. Le patron nous avait interpellés en nous disant « Mais vous avez vu la Chambre des députés qui a été élue ?» Donc c'était une chambre complètement à droite, très conservatrice, et pour eux c'était quelque chose d'important. Et je me rappelle la réponse qu'on avait faite au niveau des délégués du personnel, peu importe la nouvelle chambre, pour nous il vient de se passer quelque chose de fantastique, et ça ne s'oubliera jamais. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. 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 D'une part, la police et l'armée bourgeoise ne se démocratisent pas, elles se détruisent. D'autre part, et c'est extrêmement important, pour détruire cette police et cette armée bourgeoise, mais il faut que les travailleurs aient au moins une police mieux armée et plus forte que la police bourgeoise. Il faut qu'ils aient une armée mieux armée et plus forte que l'armée bourgeoise. Cela signifie concrètement qu'on ne pourra liquider ces polices parallèles, ces polices officielles, ces barbouzes et ces sacs que lorsqu'on aura une véritable milice ouvrière capable, non pas de discuter, mais de liquider cette police bourgeoise. Ce qu'on a pensé immédiatement après 68, c'est qu'il y avait une tendance forte à l'accentuation, à l'aiguisement des conflits de classe. Et l'idée qu'on avait, c'est l'État qui va décider de la violence, pas nous. Et quand l'État allait devenir violent, que nous devions devenir violents, pas avant. Nous considérions que mai 68 montrait que des crises révolutionnaires étaient parfaitement possibles dans un pays développé et dans une vieille démocratie comme la France, et que pour que ces crises révolutionnaires débouchent sur des révolutions victorieuses, il fallait qu'il y ait un parti révolutionnaire. C'était hyper intense. C'est-à-dire que c'était manifestation toutes les semaines, c'était mobilisation permanente dans une série de sites, où on se faisait embarquer par la police en permanence. Je ne sais pas combien de fois j'ai visité les postes de police
Quand on vendait le canard, etc., on se faisait embarquer. Il s'exerçait physiquement. Je me rappelle à Aix, un arabe avait été pendu. Et le lendemain, par des mecs d'Occident, le lendemain, il y avait 500 mecs de la Ligue, et sous leur blouson, il y avait des casques, des barres de fer, et puis tout le petit groupe d'Occident qui vendait ces tracts à l'entrée du Resto U, ils sont restés 5 minutes, et d'un seul coup, il y a eu une bataille d'une violence hallucinante, j'avais jamais vu ça, et c'était nettoyé comme ça. Les années 70 sont des années extrêmement riches. Tous les aspects du fonctionnement social sont mis en cause. La structure de base de la société, la famille, ne nous convient pas. La société, donc, ne nous convient pas non plus. Par conséquent, la seule position politique possible est une position révolutionnaire. Je compte sur vous pour nettoyer ce foyer atteint par le virus de l'anarchisme. Nous, on s'est toujours battu pour que les femmes soient dans l'organisation, pas à pas, mais jouent un rôle à égalité avec les hommes, y compris au niveau de la direction de notre parti, des tâches, de tout, quoi. Voilà, donc c'est pas si étonnant qu'on ait choisi une femme en 74, en l'occurrence moi. Joli mois de mai, allez, on va voter, on va voter Henri, oh putain des élections présidentielles, on va gagner, et les mecs, regardez ce que je vois là, regardez. Ça nous pendait au nez. Giscard est réélu. On en prend pour 20 ans. Qu'est-ce que tu dis? C'est Mitterrand? Ah ouais, je n'avais pas bien regardé. Après mai 68, oui, on essaye de réaliser cette union avec la gauche, avec Mitterrand. On finit par obtenir un programme commun, qui est ce qu'il est. Michel Rocard, dans un premier temps, ne veut pas le signer parce qu'il estime qu'il est insuffisamment révolutionnaire. François Mitterrand a eu l'astuce, l'intelligence politique, la finesse politique de récupérer un certain nombre de mots d'ordre qui coûtaient pas cher, en quelque sorte, dans ce qui avait émergé en mai 68 pour nous l'opposer. Nous avons commis des erreurs dans les négociations de ce programme, notamment d'aller plus vers le quantitatif que vers le qualitatif. On aurait dû mettre beaucoup l'accent sur l'autogestion, des choses comme ça, plus que sur le nombre des nationalisations. On y arrive en 81, très difficilement, et dans la rivalité. C'était la gauche au pouvoir, c'était la gauche qui ne serait jamais arrivée au pouvoir en 81 sans mai 68, sans la dynamique issue de 68, mais 81 c'est sa défaite, il faut le dire franchement. 81, la victoire de François Mitterrand, il a surfé sur cette dynamique qu'il a réussi à récupérer pour lui, mais il a construit son pouvoir contre elle.
il est revenu au pouvoir personnel, il est revenu au cynisme politique, il est revenu entre les beaux discours et la pratique, ce n'est pas la même chose, le rôle de l'argent. En 68, les travailleurs se battent pour leurs revendications économiques, mais aussi, c'est vrai, avec un projet de société qui était remis en cause, avec une lutte politique. Et dans le mouvement ouvrier français, on a toujours vu ce rapport, ce lien dans la lutte des ouvriers, entre d'une part une lutte syndicale, c'est-à-dire économique, où on demande des revendications, et aussi un lien politique très fort. Bon, dans cette usine, par exemple, la grève de 1982, quand les travailleurs immigrés se mettent en grève, ils se mettent en grève essentiellement. Pourquoi? Parce que la gauche vient de passer en 81, on est un an après, et ils se disent, tiens, il y a un gouvernement qui nous est favorable, on peut rentrer en lutte, on va être soutenu par ce gouvernement de gauche. Alors évidemment, ils ont été déçus, parce que quand vous aviez un Prémorois qui leur dit finalement c'est les ayatollahs qui font la grève, alors que c'était évidemment pas ça, bon, ils ont été des fois déçus. C'est vrai que la décennie 80 est une période assez terrible pour le syndicalisme, c'est-à-dire que c'est à la fois une période où il y a des réorganisations, des restructurations économiques importantes. Bon, je pense à la sidérurgie qui est la plus connue, mais bon, une montée du chômage, donc les bastions un peu traditionnels du syndicalisme qui sont restructurés, déstructurés. Et puis c'est aussi une période où idéologiquement, c'est Bernard Tapie qui est la nouvelle référence. Enfin, c'est les idées libérales qui gagnent du terrain, y compris sous la gauche. Moi, j'ai rompu en réalité avec le marxisme révolutionnaire et même avec le marxisme tout court. Je considère qu'un pays comme la France ne se transforme pas par la violence révolutionnaire. Il se transforme par la réforme, par la conviction, par le suffrage universel, par la capacité de gagner la majorité à ses propositions. C'est comme ça qu'on réforme une république démocratique et non pas par la grève générale débouchant sur l'affrontement de rue. Mais qu'est-ce qui vous fait marcher? Moi, l'ouvrier est passé de mode. En 68, il y avait encore le Working Class Hero de John Lennon disait encore quelque chose. La grève générale passe au second plan et reste de 68 essentiellement une révolution culturelle, une mise à jour des mœurs, une évolution de la sexualité, la contraception. Tout ça est vrai. Mais tout ça s'est produit partout dans le monde sans qu'il y ait besoin d'une grève générale. C'est vrai dans les pays scandinaves, c'est vrai... Donc c'est pas ça qui caractérise, qui fait que 68 peut encore nous intéresser. Souvent la classe ouvrière en France, elle est colérique, elle est râleuse, elle a ses coups de gueule, et c'est vrai qu'on en a eu des coups de gueule dans notre histoire. Des révoltes, des rébellions, des grèves générales, des occupations d'usines, il y a même eu des révolutions dans cette histoire-là. Ce qui fait que cette histoire sociale, elle est tellement particulière que même à droite, même dans les cercles les plus arrogants du patronat et de la droite, on sait que dès qu'on touche aux acquis sociaux qui ont été arrachés par nos anciens, ça peut très rapidement dégénérer et se transformer en bordel. Et le mouvement de mai 68, moi je le considère comme un mouvement réformiste. Il y a eu cette grande mobilisation, et puis le travail de mai s'est fait après par toute une série d'associations, par toute une série de mobilisations qui avaient des objectifs réformistes. Si on prend par exemple le mouvement féministe, finalement ça s'est traduit par la loi Veil, qui, je le rappelle toujours, est passée grâce aux voix de la gauche. Les réformes
ne sont pas contradictoires avec le mouvement social. Au contraire, elles s'articulent sur le mouvement social. Qu'est-ce que tu en penses, Michel? 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 Où t'es parti, bordel? Michel? Faut se redresser, Michel. Si, il faut se redresser, sinon on va donner une mauvaise image de notre révolution. Allez, debout, Michel. Debout, là. Debout, les forçats du parterre. Debout, les damnés des tapis. Allez, debout, Michel. On va taper la droite, Michel. Debout, là. Pourquoi la stratégie réformiste qui consisterait à gratter maintenant par petites touches successives tout ce qu'on peut gratter, elle marcherait? Ils n'ont pas été foutus de le faire et je pense qu'à l'heure de la mondialisation, c'est caduc. C'est caduc et c'est définitivement clos. Ce cycle-là, il est refermé. C'est d'ailleurs pour ça qu'à gauche, tu as deux grandes tendances, qui est d'un côté ce qu'on cherche à faire et puis de l'autre côté une tendance qui n'est pas la gauche réformiste, qui est une gauche de plus en plus social-libérale. Donc voilà, être révolutionnaire, pour moi, c'est d'être convaincu qu'on ne pourra pas faire quoi que ce soit sans foutre en l'air les institutions telles qu'elles existent et foutre en l'air le pouvoir économique tel qu'il existe. Les Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est estimé à quelque 12 millions de personnes. 12 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté en France. En mai 68, il y avait zéro chômeur. Zéro chômeur. Il y avait non seulement zéro chômeur, mais la France importait des centaines de milliers de travailleurs étrangers parce qu'il y avait trop de travail. Aujourd'hui, vous savez très bien, il y a plusieurs millions de chômeurs, il y a un chômage structurel, une pauvreté structurelle, il y a une grande souffrance dans la société, il y a des injustices majeures à l'égard de beaucoup d'étrangers, à l'égard des SDF, à l'égard des pauvres. Et c'est une situation beaucoup plus brutale, c'est une situation beaucoup plus, violente qu'à la limite celle de mai 68. Et par rapport à cette violence, il y a très peu de protestations. On dirait que c'est une société très pacifiée, très largement pacifiée. J'ai 17 ans, j'ai rêvé en 1964. Une valise à la main, toujours prêt à me battre. Un descendant du bateau, une demande de changer de nom. Mais je leur dis, je m'appelle Mohamed, pas Stéphane, et je dis non. Je suis à la mine, zip dead à la chicorée, noir et ma mine. On fonctionne au salaire et à la prime. Entre le style polac, drôle de langue comme Baragouin. On vit dans des baraques pour une France qui ne pérette. Moi j'ai pas d'année, j'arrive ici en 75. Un jour de pluie, ciel gris sous le froid qui pince. Né dans une de ces cités, dortoirs, quartier où tu saisis très tôt sont les nécessités à la maison. C'est probablement une des rares fois qu'une société peut dire que demain sera plus précaire qu'aujourd'hui. C'est quand même aussi... Depuis que l'homme, depuis la nuit des temps, l'homme, depuis qu'il a commencé à couper les branches d'un espèce de sentier qu'il faisait pour aller boire de l'eau à la rivière, il a essayé de s'organiser pour que demain soit un tout petit peu moins précaire qu'aujourd'hui. Or, aujourd'hui, le capitalisme impose à la surface de la planète que demain sera plus précaire qu'aujourd'hui. Est-ce que c'est le droit de la concurrence? Est-ce que c'est le droit du marché qui doit être primé dans l'organisation d'une société? Ou est-ce que c'est les droits humains, les droits fondamentaux? À partir de 1995, on réouvre le débat un peu, et d'une autre façon finalement dans les années 70. C'est plus par des modèles de société un peu clés en main. On sent bien que c'est partout ce qui se passe dans les villes, dans les manifestations. Les gens débattent, se rencontrent entre différents secteurs professionnels. Donc des choses qu'on n'avait plus beaucoup vues, quoi. Tous ensemble, salariés du privé et du public, retraités, chômeurs, jeunes, exclus, nous gagnerons et nous obtiendrons le retrait du plan Juppé. Donc je pense de ce point de vue-là, 95 est vraiment évidemment très important et marque un peu, pour moi, un peu en tous les cas, l'ouverture d'une période où finalement on peut à nouveau discuter de remise en cause du système, de remise en cause du libéralisme, de fait qu'il y a peut-être d'autres choix de société à faire, etc., quoi. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?
chaîne. Ouais, partisans, ouvriers, paysans, c'est la... L'impression qu'on a, c'est que 200 ans d'histoire n'ont servi à rien. On est en face de nous un pouvoir qui refuse d'entendre le peuple. Parce que c'est pas vrai que c'est un mini-traité. C'est le même. C'est le même. Ce sont les mêmes textes sur le démantèlement des services publics. Ce sont les mêmes textes qui vont empêcher à l'Europe de pouvoir se construire dans un autre sens que la logique libérale. Cette idée que le monde doit être transformé, mais qu'on peut le changer, qu'un autre monde est possible, est une idée, bien sûr, qui appartient à la tradition de mai 68. Mais la façon dont on peut le changer, elle est liée à la façon dont le monde a été façonné par le néolibéralisme. Même si le socialisme tel qu'il était défendu au XIXe siècle s'est écroulé, il y a, à travers tous les combats qui existent dans le tiers-monde, dans les pays émergents, dans les pays capitalistes avancés, dans tous ces combats-là, il y a en filigrane la société de demain. Et donc il faut la présenter, la définir et montrer qu'on n'accepte pas celle-là. Moi, je ne peux pas l'accepter, celle-là. Ah non, on a beau l'examiner, la reprendre sous tous les coutures, elle est imbuvable. Elle est imbuvable. Je ne pense pas que l'ensemble des mouvements étudiants, qu'on prenne celui de 87, qu'on prenne celui de 93-94, qu'on prenne celui de 2006, soient uniquement dans un conformisme de la recherche du travail et de la peur du chômage. Non, c'est des mouvements divers, assez pluriels, dans lesquels il y a une sorte d'avant-garde plus radicale, qui dit non pas on est marxiste-léniniste, mais qui dit on ne veut pas seulement un travail et un diplôme, on veut poser la question des formes de vie. Ça, c'est encore commun 68. Donc à la fois grande différence, démographie autre, conjoncture économique qui n'a rien à voir, mouvement a priori plus conformiste, puisqu'exigeant le droit de travailler, quoi. Et en même temps, la question des formes de vie, elle continue à se poser. Et c'est de ce côté-là qu'il y a un devenir révolutionnaire. L'histoire d'une révolution, comme celle de 68 ou celle de la Commune, elle est faite de combien de révolutions avant, de combien de mouvements révolutionnaires avant, qui ne sont pas allés plus loin, 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 puis un jour, ça va plus loin. Parce qu'un jour, il y a peut-être beaucoup plus de catégories de la population qui se retrouvent concernées, parce qu'il y a eu beaucoup plus d'injustices dans beaucoup plus de domaines. C'est pas seulement les lycéens, ou c'est pas seulement... Et puis un jour, c'est la société qui s'embrase. En novembre 2005, ce qui se passe dans les banlieues, ce qu'on a appelé l'embrasement des banlieues, c'est, disons, d'autres classes sociales, les classes sociales vraiment des déshéritées d'aujourd'hui, qui, bien sûr, ont un autre type de sentiment face, disons, au pouvoir établi, face disons, les formes de contestation traditionnelles, et qui reprennent une forme de contestation où une certaine violence s'exprime. On brûle des voitures, on brûle des établissements qui représentent l'État, etc. Où c'est vrai qu'on peut dire cette population, finalement, se mutile elle-même, s'automutile parce qu'elle s'en prend, finalement, aux équipements dont elle a besoin. C'est une façon de voir les choses. Pour ces populations, c'est aussi une façon de protester contre un État qui est peu présent. J'étais en désaccord total au moment des émeutes de Clichy en 2005, de penser que c'était des révoltes apolitiques, que c'était des jacqueries. Les jeunes copains des jeunes de Clichy qui sont morts électrocutés, quel a été leur réflexe le lendemain? D'aller voir des avocats et de créer une association, c'est de la politique. Maintenant, je vous demande ici même de faire un exemple. Je vous demande, ça sort un peu de ce contexte, mais on voit que la répression aussi est également présente dans les cités, notamment à Villiers-le-Bel. Je demande une minute de silence pour les deux jeunes qui se sont fait écraser, c'est le terme, écraser par la police. Je vous demande de faire une minute de silence pour leur montrer qu'on a des exemples de fraternité. Pour reprendre l'exemple des émeutes de banlieue en novembre 2005 et du mouvement anti-CPE qui commence en mars 2006, donc 4 mois après, si ces deux phénomènes qui n'ont rien à voir sociologiquement et politiquement avaient pu un tant soit peu unir leurs forces ou accorder leur violon,
je peux vous dire qu'à ce moment-là, on aurait été dans une situation, comme on disait autrefois, pré-révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on on serait retrouvé face à un front uni ou plus ou moins uni. Bon, évidemment, d'ici à ce qu'ils accordent leur violon ou leurs agendas, il peut se passer beaucoup de temps et on voit bien ce qui les sépare. Mais voilà, ça joue, c'est vraiment ça, l'irruption d'un phénomène social ou d'un devenir révolutionnaire, c'est la conjonction presque par hasard de mécontentements sporadiques qui s'unissent tout à coup. La richesse qu'ils ont fait nos grands-parents dans ce pays-là. Mais n'accepte pas non plus le projet de société qu'on veut nous imposer. Nous connaissons les conséquences des politiques libérales que nous refusons effectivement de se traiter. Chaque génération sans doute se croit vouée à refaire le monde. Oui, c'est pas les prostituées. Alors oui, il faut que ça change. Oui, il y aurait du travail plus sur personne. Ce qui se passe dans ces châteaux. Pour que partout la démocratie puisse un jour triompher dans le monde entier. En 68, tu secoues le cocotier, il y a les militants qui tombent des arbres, et puis il faut choisir ton camp camarade, tu rejoins les trotskistes, les maoïstes, les libertaires, ou les spontas, ou les spontes, ou je sais pas qui encore. Je veux dire, aujourd'hui, ça se pose pas du tout de la même manière. Il faut simplement chercher à regrouper ceux et celles qui ont encore envie de changer le monde. Ce qu'il faudrait, c'est que qu'il n'y ait pas une usine là qui se mette en grève, l'autre après, tout ça, même s'ils obtiennent quelque chose. Ce qu'il faudrait, c'est une grève générale, à la mode 36. C'est comme ça que je vois ça, moi. L'essentiel, c'est de partir, d'avoir toujours présent à l'esprit ce principe simple, les masses font l'histoire. Les masses, c'est les masses. C'est pas quelques personnes, quelques individus. Donc il faut travailler. Il y a du boulot à faire. À la base, il faut bosser. C'est possible. Quand des hommes se lèvent, déjà les choses commencent à changer. On se lève, on est ensemble, on commence à dire ça va pas, ça peut pas continuer comme ça. Les choses déjà commencent à bouger. Vous savez, mai 68, c'est quand même produit comme une espèce de tonnerre dans un ciel bleu. Hein. Le régime gaulliste paraissait tout à fait établi, tout à fait stable, il avait réglé le problème colonial, l'Algérie était indépendante, etc. Ça a éclaté. Et alors il y a cette idée que on croit que tout est fait, on croit que c'est sûr, on croit que c'est bien établi, mais c'est pas si sûr que ça finalement. Différents signes montrent que si des choses se connectent les unes aux autres, eh bien on peut tout d'un coup avoir une poussée. Les petits gens se cassent les reins pour gagner 3 cacahuètes. Galère pour remplir la marmite avec leurs miettes. Contre la mitraille, flic pour l'avenir de la marmaille. Sky les miches et ça réchauffe en rêvant de maille. Mec c'est la zerde et tout le monde s'en bat les steaks. Chacun sa petite popote, si j'ai tort tu m'arrêtes, ça me fout la gerbe. Alors je te donne ma solution. C'est tout un système qui mérite un coup de peupon. Si on changeait la donne, si on renversait la vapeur, si on cassait la baraque, et yo dis-moi que t'as pas peur. Faut se mettre à l'ouvrage, y'a du pain sur la planche. Si on se mettait à la tâche, si on remontait nos manches. Nous on rêve de changement, de révolte et du grand soir. Rejoins la lutte camarade si tu crois en la victoire. Je te propose un deal, t'inquiète j'ai pas de carotte. Je te fais la courte échelle et tu m'envoies la corde. Unis et solidaires, derrière la même bannière. La résistance est en marche, on y croit dur comme fer. Quand faut y aller, rendez-vous en enfer. Et sur ce, salutations révolutionnaires. Faut y aller, unis et solidaires derrière la même bannière. Faut y aller, hey yo, lève le poing, refuse ce bond en arrière. Faut y aller, ne pas baisser les bras face à toute cette misère. Faut y aller, rendez-vous en enfer, salutations révolutionnaires. Je veux grandir en Arménie ou faire du robadob à Kingston, résister à Pinochet au Chili, rencontrer les bouchers de Washington, taper la misère dans un douar qui voit sa terre trembler sous un faux barrage. Et je ne sais quoi sous prétexte qu'Allahu Akbar font sentir le froid dans le dos à Islamabad. J'aurais pu voir le jour au Tibet libre ou mourir de
Bangladesh. Être pro-fidèle dans les Caraïbes, enfin les rues de Bagdad ou de Marrakech. Quand faut y aller, unis et solidaires derrière la même bannière. Quand faut y aller, hey yo, lève le poing, refuse ce bond en arrière. Quand faut y aller, ne pas baisser les bras face à toute cette misère. Quand faut y aller, rendez-vous en enfer.